bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julie Senet. Bonjour, Bonjour. qui a fait une démarche pour entretenir une réflexion et avoir un dialogue autour de ces sujets d'intérêt. Donc, je me suis mis en tête que c'était une belle occasion de réfléchir en direct, telles que les choses vont venir, à partir de ces préoccupations de graphiste et de designeuse. Et du coup, je vais peut-être vous laisser introduire la thématique qui vous amène à moi, Julie, si vous le souhaitez. Oui, alors je me présente juste rapidement. Je m'appelle Julie Séné et je suis en dernière année de DSA, Design graphique transmédia, à Olivier de Serres. Et j'ai fait le choix de travailler sur l'avatar pour mon sujet de mémoire et mon projet de diplôme. Et j'aborde les thématiques d'hyper-réalisme et j'essaye de redéfinir l'avatar dans son sens actuel sans oublier son origine. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous pour qu'on en discute aujourd'hui. Voilà, alors cet entretien est en temps réel. Il n'a pas été préparé plus que cela, si ce n'est que Julie a bien voulu apporter des éléments pour nourrir la discussion. Donc, on en avait parlé il y a quelques mois et maintenant qu'elle a choisi de revenir, c'est l'occasion pour engager la discussion ensemble. Je vais vous partager mon écran. Très bien. Euh, je vais peut-être commencer par un premier constat que j'ai pu faire au cours de mes recherches, qui est celui de la méconnaissance en fait, du terme de l'avatar, en fait. Donc de son origine à son sens actuel, comme je disais. On connaît surtout sa relation aux jeux vidéo. Pourtant, on a pour habitude d'incarner un avatar. Tout le monde a déjà fait cette expérience, euh, de manière consciente ou non. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes premières recherches de définition, le verbe avatariser est encore en cours de définition. Et j'ai pu voir qu'il était seulement relié au film Avatar de James Cameron, une définition que j'ai trouvée un peu pauvre par rapport à toutes les significations que j'ai pu trouver à travers mes recherches. Donc je voulais peut-être commencer par entendre votre définition de l'avatar pour cet échange. Très bien, avec plaisir. Donc, d'abord, merci pour ce constat, avant de rentrer dans la définition, parce que c'est vrai que, étant chercheur plongé dans ce domaine depuis maintenant plus de 20 ans, bon, il y a des évidences qui ne m'apparaissent plus, et puis je suis un peu voilà, dans l'acquisition permanente, mais je me rends plus compte du point de vue extérieur que vous apportez. Donc, pour aller vers une définition, bah, tout simplement, l'avatar dans son sens technologique et contemporain correspond à un moyen informatique et graphique euh, pour l'utilisateur de pénétrer et d'agir au sein d'un univers qui lui propose euh, des évolutions possibles, des missions, des actions. Autrement dit, l'avatar est souvent assimilé à un personnage ou à un protagoniste. Moi, j'aime bien le terme de protagoniste parce que ça met l'accent sur l'action, alors que le personnage met davantage l'accent sur la narration et sur l'histoire. J'écris un article là-dessus actuellement pour essayer de distinguer. Donc, l'avatar serait ce vecteur médiatique pour prendre corps ou prendre forme euh, au sein d'un monde virtuel. Euh, voilà une première définition assez simple. D'accord, c'est intéressant. Je me suis aussi intéressée à la définition de Fanny Georges qui explique que l'avatar, c'est une figure de substitution, d'identification et de fusion identitaire. Elle a créé aussi une typologie d'avatar, donc à savoir l'avatar marionnette, qui est un avatar déjà établi qu'on ne peut pas personnaliser, l'avatar masque, qui est lui personnalisable, et enfin l'avatar mouvement, qui est non représenté et qui est plutôt suggéré graphiquement par des sauts ou un mouvement, donc des jeux plutôt tactiles. Et j'ai pu constater que, surtout concernant les avatars marionnettes et masques, il y a une sorte d'évolution du personnage qui tend vers l'hyperréalisme. Donc j'ai mis quelques exemples à l'écran. Mhm. On constate que
l'avatar est de plus en plus détaillé et vraisemblable finalement. Oui, Euh, certainement. il y a- Effectivement, c'est une évolution qui accompagne à la fois la capacité de traitement graphique, de calcul croissante des ordinateurs et des outils de production. Il est vrai, et c'est vrai que dans le cas de mes études au sein de ma thèse, à l'origine des avatars, j'étais en quête un peu des premières manifestations des utilisateurs. Ben, la première manifestation la plus évidente, c'est notamment la raquette du ping-pong, enfin de pong, donc une simple barre que l'on bouge, qui manifeste la personne. Et même avant cela, dans le jeu de William Ingebotan sur une variante Tennis for Two, on n'a pas du tout d'avatar, il n'y a aucune représentation, c'est invisible, mais on voit que la balle repart d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un jeu très simple. On a un filet au milieu, une vue de coupe. Et d'une certaine manière, à ce titre, le premier avatar était invisible et implicite. On le voyait par ses effets. On voyait la balle qui partait d'un côté, puis hop, elle repart de l'autre, parce que l'utilisateur a décidé d'appuyer sur le bouton et d'orienter le sens de retour dans une certaine balistique, dans une certaine courbe. Mais sans aller jusqu'à cette préhistoire, ce que vous mettez en lumière à travers la typologie de Fanny Georges, qui est une chercheuse, maîtresse de conférences avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, elle et moi, puisqu'on faisait notre thèse ensemble en même temps, avec une histoire commune. On a travaillé à France Télécom au début des années 2000 autour de l'émergence des jeux vidéo massivement multijoueurs qu'elle a particulièrement étudié. Donc, sa typologie est reconnue et il y a à la fois à tenir compte des progrès technologiques, mais aussi surtout du désir des personnes d'aller vers le photoréalisme, vers la représentation cinématographique ou digne d'un film d'animation, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toute la branche animée ou des œuvres audiovisuelles animées qui inspirent beaucoup le jeu vidéo. Et en même temps, on peut noter que plusieurs univers sont pixelisés à volonté, hein, depuis Minecraft jusqu'à Sandbox aujourd'hui, au niveau du métavers Sandbox. On a une Ouais. sorte d'esthétique qui s'est fixée à un moment donné autour de cette pixelisation synonyme de culture geek, voilà, un peu comme la musique 8 bits dans son domaine, qui fait tout de suite penser aux premières consoles. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une évolution globale, mais je dirais que dans le jeu indépendant notamment, jeu vidéo indépendant, il y a encore et toujours une valorisation de ces étapes qui sont apparemment pour la plupart des gens derrière nous, en disant bah oui, je préfère avoir un super Batman à jouer à votre sélection et démonstrative. On voit voilà ce qui relève plutôt de la petite icône pour forum, hein, ce qu'on appelle aussi un avatar dans les forums d'ailleurs, hein, ça s'appelle un avatar. Et puis là, le super Batman musculeux, hyper héroïque, enfin, c'est le super héros quoi, hein, qui est plus attrayant probablement pour un joueur. J'avais mis un autre exemple, donc c'est sur le logiciel Unreal Engine. Mhm. C'est une mise à jour qui va arriver bientôt. Et là, on peut voir que c'est bluffant. Les résultats, on arrive à atteindre un degré de réalisme très impressionnant. Donc c'est vrai que c'est sûrement dû au progrès technologique. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs, selon vous, qui poussent à avoir une image toujours plus détaillée, plus réaliste? Oui, probablement. Alors d'abord, commentaire de ce que l'on voit. Euh, on est dans la lignée finalement qui s'est affirmée depuis, je trouve, la généralisation des visioconférences comme celle que l'on fait, hein. On est dans la lignée de la vidéo, là, parce qu'on est dans un réalisme de captation audiovisuelle, en fait, hein. C'est comme si elle était filmée simplement, et puis, alors, je ne connais pas exactement le contexte de cette vidéo, mais si je m'en tiens à ce que je vois, à gauche, la personne d'origine, à droite, son rendu, qui est quasi équivalent à ce que filmerait une caméra de haute définition. Sauf qu'apparemment, ce n'est pas juste son image vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement? Elle est au préalable remodélisée dans un logiciel, donc c'est un avatar. Et en Voilà, donc fait, c'est une captation de ses mouvements faciaux mhm. pour les retransposer dans l'avatar. D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'analogone, c'est-à-dire dans son double analogique, dans la lignée vidéo, mais plus que vidéo, puisqu'effectivement, euh,
il y a possibilité non seulement de retranscrire les images, enfin les expressions faciales, pardon, en images, mais Mm. certainement que par la magie de la programmation, de l'autonomisation aussi, on doit pouvoir animer et peut-être prendre possession ou piloter cet avatar dans le cas où il deviendrait un acteur d'un monde virtuel, un Mhm. protagoniste, comme je le disais. Donc, alors, les facteurs d'explication, parce que c'était la question que je n'ai pas oubliée, pourraient être liés au désir de réalisme, certainement, euh, au caractère. Parce qu'il faut bien voir que l'image analogique indicielle, ce qu'on appelle indicielle, c'est-à-dire l'image qui a été prise sur le réel, donc qui a été captée, saisie, D'accord. et qui est donc l'indice de ce qui est, comme l'empreinte du loup ou de l'ours dans la neige est l'indice de son passage. Et donc, on revisionne une image, donc ça, c'est toute la tradition du film, de la vidéo. Je pense que ah, pendant longtemps, le jeu vidéo et les images de synthèse ont couru après cet horizon qui était le caractère similaire et confondant. On ne pourrait pas distinguer finalement Mm. Mhm. l'image. Est-elle produite par un ordinateur? Est-elle le fruit d'une captation du réel indiciel? Donc on récupère les photons du réel. Et de ce point de vue, là, on y est visiblement quasiment. C'est presque indistinct. Et on le voit dans les effets spéciaux du cinéma, d'ailleurs, qui, pendant enfin, de nombreux films, ont permis, par exemple, parler d'Avatar sur le film Avatar qui a presque, à un moment donné, monopolisé les consciences. Moi, je travaillais sur l'Avatar quand le premier film est sorti. Et dans le livre qu'on a écrit, co-dirigé avec Étienne Pérény, qui s'appelle Les avatars jouables des mondes numériques, j'avais failli mettre une note qui finalement on a retirée pour dire c'est vrai que le cinéma réagisse à l'omniprésence des avatars en créant un film qui s'appelle Avatar. Et quand on fait une recherche sur les moteurs Internet, on n'a plus que lui qui apparaît et les Ouais. avatars sont mis en retrait. Alors, c'était une remarque qui n'était pas très scientifique, donc on l'avait enlevé, mais qui était un Mhm. peu amusé pour dire qu'un secteur entier, l'audiovisuel et le cinéma, répliqué à un secteur qui prenait la main parce que économiquement plus important, qui était celui du jeu vidéo. J'ai pu Et du faire le coup, même constat cette année, puisqu'il y avait la sortie de l'Avatar 2. Donc, ah oui, alors intéressant. Donc, quel est ce constat, Julie? ah bah, c'était une omniprésence de contenu concernant Avatar 2 de James Cameron, quoi. Donc, pour les Ouais. recherches, c'était un peu plus compliqué, mais Ouais, oui, ouais, c'est le c'est même vraiment constat. intéressant ce phénomène de foisonnement de références sur un film qui traite un peu de la question, Mm. mais en même temps, enfin, moi je trouve qu'il alimente la réflexion. C'est-à-dire, je veux pas donner l'idée que je serais contre enfin que je verrais le film Avatar uniquement comme une tentative de brouillage ou de reprise de priorité des consciences dans une économie de l'attention, comme on l'appelle, où on essaye de monopoliser ou de tirer un peu l'attention, la couverture à soi. Je pense que le Mm. film Avatar apporte vraiment une réflexion riche sur la question de euh, la manière d'habiter et de vivre à travers une altérité, c'est-à-dire un corps qui n'est pas le nôtre. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, Ouais, juste ouais. donc pour conclure sur la question et passer à la suite, il me semble que le désir de réalisme est lié à la puissance médiatique de la vidéo. Parce que quand on voit une vidéo qui donne l'impression d'avoir été donc qui émane d'un moment du réel, qui a été le fruit d'un instant précis, on est dans un rapport de témoin. Si je filme, je sais pas, euh, un accident ou une compétition sportive, en filmant, on est témoin de la situation qui a réellement lieu. Donc il y a une authentification, une sorte de réalité, non seulement un réalisme de la figuration, qui est analogue à ce qui est euh, enregistré, mais au caractère incontestable de ce qui a lieu. Ceci a lieu. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur testimoniale du film. Lorsqu'il est produit en temps réel, parce que là, c'est pas la même chose, c'est pas un enregistrement, c'est quand on manipule un avatar, on est dans une interaction au fur et à mesure, en temps réel, en direct, on pourrait dire. Et donc, le direct de l'interactivité avec la réalité virtuelle, les jeux vidéo et tous les dispositifs de ce type, le direct, il renforce le caractère d'évidence de ça a lieu. Je suis en train de faire une galipette ou de bondir ou d'éviter un danger parce que je donne des impulsions qui sont exécutées dans le monde et donc ça a lieu. Voilà, c'est incontestable.
Et du coup, si on met ensemble ça a lieu de l'interactivité, où les actions que je mène ont des effets concrets, et je vérifie en permanence dans la boucle d'interactivité qu'il y a des rétroactions de ce que je fais, et l'image m'interpelle, donc il y a cette dynamique temps réel, plus les effets du direct, de la tradition audiovisuelle, plutôt télé, là pour le coup, hein, la vidéo et la télévision en direct, avec l'image de qualité réaliste. Alors là, on amplifie vraiment ce sentiment d'y être, quoi, hein. C'est vraiment, à mon Oui, avis, l'intérêt de la chose. d'accord. Ok. Donc c'est vrai qu'on a pu voir qu'il y a une tendance à vouloir tendre vers une ressemblance à l'humain, mais c'est vrai que j'ai pu voir aussi une tendance à vouloir se ressembler nous-mêmes. Donc j'avais fait une sorte de, comment dire, j'avais fait un questionnaire que j'avais mis en ligne et que j'avais aussi laissé sur un métavers qui est Decentraland. Et j'avais posé comme question, lorsque vous personnalisez votre avatar, faites-vous en sorte qu'il vous ressemble? Et dans l'ensemble de mes réponses, la majorité ont répondu que oui, que c'était leur but. Donc il y avait différentes raisons, mais ils disaient que c'était pour qu'ils les représentent, pour se rapprocher de la réalité, pour qu'on l'associe à soi. Il y avait une réponse intéressante qui dissociait l'avatar des jeux vidéo de celui des réseaux sociaux. Donc, il disait que quand il l'utilisait pour les jeux vidéo, il voulait s'amuser dans l'exploration de genre, créer un avatar plutôt drôle. Et lorsque c'était pour destination des réseaux sociaux, il voulait qu'il lui ressemble pour être reconnaissable. Donc, je trouvais que c'était intéressant cette différenciation. Euh, et pourtant, avec le métavers de Horizon de Meta, on a vu que c'était plutôt l'ambition était de se créer un semblable dans le métavers. Euh, donc, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont responsables du fait de vouloir se créer un semblable numérique et qu'il nous ressemble? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est extrêmement intéressant ce que vous rapportez, merci, parce que effectivement, ça rejoint une interrogation que nous avons, nous, dans la communauté de recherche autour des avatars, puisque longtemps, l'avatar était là, précisément, offrait la possibilité d'expérimenter l'altérité. On en parlait à propos du film Avatar, hein, Oui. c'est-à-dire de vivre une condition qui n'est pas la nôtre, d'être un nain si on est un géant, une femme si on est un homme, donc de nombreuses possibilités intéressantes et curieuses, euh, liées à la différence, à l'altérité. Le fait que vous ayez mené cette petite étude ou ce questionnaire-là qui traduit les envies ou la réflexion des utilisateurs, parce que les utilisateurs, dans notre approche à nous, hein, ils sont intelligents. Hein, ils n'ont pas nécessairement une vision similaire à celle d'un chercheur, mais ils ont toujours intéressant de comprendre comment ils expliquent leurs actions. Hein. Mhm. Ce ne sont pas des idiots culturels, comme dit une tradition de recherche en sociologie compréhensible. Donc, en tant qu'acteurs de leur propre pratique, ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire. Et dire que pour le réseau social, on est plutôt dans une volonté de fidélité à soi ou plutôt d'être en référence à soi. Hein, c'est-à-dire, je suis dans la continuité de moi-même, je veux me représenter tel que je suis. Euh, c'est vrai que l'échange social, euh, s'il conduit, alors il y a plusieurs niveaux. Soit il part d'une réalité comme l'identité civile. Il faut savoir que dans Facebook, le système favorise l'identité civile. On est plutôt invité à être soi-même, même s'il y a beaucoup de profils qui sont imaginaires ou fictifs, à base de jeux de mots, mais à la base, fondamentalement, Facebook est une représentation de soi dans son identité civile réelle. Du coup, sa projection dans le métavers Horizon World doit aussi correspondre. Euh, pour ce qui est de Decentraland, que je connais moins bien, bah, vous m'apprenez effectivement cette tendance à la ressemblance. Et alors que dans Second Life, qui continue d'exister et qui d'ailleurs a eu un regain de fréquentation, eh bien, nous avons au contraire plutôt une tendance à l'écart. Alors, je vais peut-être
Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais j'ai produit pour un article en cours d'évaluation un schéma que je pourrais peut-être vous présenter qui traite de ça. Alors, je vais prendre la main pour vous montrer ce dont il s'agit. Voilà, ça va être assez rapide. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce Oui, que, alors attendez, est-ce que vous voyez ma souris qui bouge là? oui, je vois. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre ici la correspondance entre le corps réel et le corps technosocial. Alors, c'est un mot compliqué pour dire le corps numérique, hein, qui est à la fois technique et social parce que il a été fait pour vivre en société. Donc, il y a la conformité ici. Soit D'accord. on est du côté de l'identité civile réelle, voilà, et puis on fait un avatar de soi que j'ai appelé plutôt auto-avatar parce qu'on s'auto-avatarise. Là, c'est du côté des hypermédias. Alors, les hypermédias, c'est ce qu'on appelle les sites web, hein, les plateformes web, hein, qui sont de type LinkedIn, TikTok, Instagram, qui sont des médias reliés ensemble par des liens, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, on a les cybermédias, c'est plutôt les jeux vidéo, tout ce qui est simulation, hein, dans le langage D'accord. de description plutôt académique qu'on essaie de développer. Et donc, soit on a une identité qui correspond elle est assignée par rapport en continuité avec le réel. C'est plutôt les réseaux pro, les communautés de rencontres. Bah, dans un site de rencontre, on va être soi-même parce qu'on va éviter quand même de décevoir l'autre le jour de la rencontre. Et de le type vraie vie Facebook. Et puis, de l'autre côté, du côté des jeux vidéo, on a aussi une tendance à être en conformité. Donc, c'est ce que vous décrivez, vous, avec Decentraland, hein. Alors, par exemple, dans la réalité virtuelle, en réseau, on va, pour des raisons professionnelles, plutôt être soi-même. Dans les réunions à distance, on va décider, bah voilà, on voit ses collègues, on ne va pas s'habiller de manière fantaisiste. La Mhm. notion de jumeau numérique aussi, les simulations réalistes ou les métavers de type Horizon World, là, comme on l'a décrit. Donc là, on est dans une existence. Alors, vous voyez, j'ai mis du côté de l'avatar qui agit dans un monde, l'existence, et du côté des avatars qui sont plutôt des profils dans des espaces web, la notion d'identité. Bon, voilà, ça c'est une distinction. D'accord. Et puis du côté altérité, donc quand il y a une dissemblance, hein, donc le côté l'écart avec soi-même, hein, quand on n'est pas, on a choisi d'être autre que soi, hein, et ben soit on décide, identité décidée, non pas assignée ou subie, donc une identité choisie, hein, on décide voilà, de s'inventer un pseudonyme dans des réseaux de divertissement plutôt fantaisistes où on va s'inventer. Alors je pensais à Instagram parce que je vois beaucoup de profils qui ne sont pas les mêmes que voilà, d'artistes qui s'inventent un alias ou de gens qui sont créatifs, mais bon, à Mm. vérifier hein, ce qu'il en est. Mais je ne crois pas qu'il y ait une obligation d'être fidèle à son identité de base. Il vérifie Tout à fait. autrement, mais ce n'est pas nécessaire de s'appeler Étienne Armand Amato ou Julie Séné pour être là-dedans. Et du côté des jeux de simulation ou des systèmes immersifs, hein, on va dire, type jeux vidéo, etc. Alors là, c'est plutôt les fantasmagories simulées. Donc, je mets plutôt Second Life. On va être un petit peu dans un rêve éveillé où chacun s'invente soit un mois idéal où il explore quelque chose. Dans les jeux vidéo multijoueurs, fictionnels, où évidemment on est un personnage de fiction. Donc voilà, j'ai essayé alors, ça reprend un peu un schéma qu'avait fait un collègue sociologue, Dominique Cardon, sur le design de visibilité en 2008, que vous devez peut-être connaître. Mais je l'ai simplifié et actualisé. Et c'est vrai que ce qui est très surprenant aujourd'hui pour moi, c'est que dans ce contexte, je pensais que ce serait plutôt les identités fictionnelles qui continueraient à attirer, en fait, à donner plus comment dire, de saveur. Ouais, elles sont très nombreuses, hein, les existences du côté des jeux vidéo ou le caractère pseudonymat hein, dans le web. Mais Mm. finalement, il y a une énorme attirance pour une transposition de soi tel qu'on est, avec une adaptation, donc hein, une sorte d'identité transmédiatique qui fait qu'on se prend pour euh, alors ça a commencé avec aussi les petites fonctions d'avatar de TikTok ou de Facebook, où on peut déjà devenir un petit personnage en se ressemblant de manière un peu à la toon, comme un Oui, petit, c'est ça. voilà, une image fixe mais qui nous ressemble et qui est un petit peu rigolote. Et ça s'intensifie aussi avec les filtres, en partie, les filtres qui sont entre les deux. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cet espace un peu bizarre, là, au centre, un ovale, pour dire que finalement, il y avait un lien qui se crée entre, par exemple, une identité assignée où je suis moi, et puis je vais me rajouter un petit filtre pour devenir, je sais pas, une licorne
ou un taureau, je ne sais quel animal, en rajoutant des oreilles et des petits indices. Et Mm. donc là, c'est un peu entre les deux. Il y a une zone intermédiaire. On va être un peu fictionnalisé, un peu fantasmagorique. Et en même temps, on a une base qui est liée à la vidéo, notamment pour ce qui est des filtres, parce qu'il y a une forte imprégnation du selfie et de la photo dans ces mondes-là. Donc voilà un peu le travail que je mène actuellement pour essayer Super intéressant. d'accompagner les mouvements et de les comprendre. Je vais arrêter le partage là pour revenir à la discussion. Alors, je ne sais pas si mon explication était trop Non, abstraite parce c'était que clair. non, ça allait, d'accord. Non, c'est très clair. En Euh, avant-première, ce schéma qui me permet de dialoguer. Merci de me donner l'occasion de le montrer. Bon, il va être encore un peu ajusté probablement, critiqué par mes collègues puisque l'article est en cours de relecture et il évoluera, mais c'est comme ça qu'on avance. non, mais c'était très très clair. Et puis le schéma est bien, enfin, très très clair en fait. Il faudrait Très mettre bien. des petites illustrations après pour dire les. Peut-être je mettrais quelques icônes d'univers. Et puis c'est le genre de schéma que je voudrais mettre en partage pour que des gens le commentent. Alors ça, je trouverais des outils pour que les gens puissent. Il y a tellement d'univers aujourd'hui en ligne, réalistes ou fantasmagoriques, que je ne les connais pas tous. Et donc, voilà, faire appel aux utilisateurs ou aux passionnés, c'est très important pour nous. Je vais reprendre Le partage, la volontiers. slide suivante peut-être. Ouais. Euh, je vous ai mis quelques exemples justement d'avatars qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est sur Instagram, des avatars plutôt connus qui ont pour particularité et point commun d'être très réalistes. Donc en fait, elles nous ressemblent physiquement, mais aussi dans leur manière d'agir sur les réseaux sociaux, puisque elles partagent leur quotidien monté de toutes pièces, du coup. Des relations montées de toutes pièces, des activités montées de toutes pièces, mais elles occupent des métiers qui pourraient très bien nous être attribués, donc à savoir influenceuse, modèle photo, chanteuse. Et ce qui est intéressant, c'est que on connaissait les jeux vidéo, enfin les avatars dans les jeux vidéo, et désormais, ces avatars-là ont un pied dans notre réalité. Mm. Euh, Ces avatars-là, ils ont une communauté comme nous, on peut interagir ensemble. Euh, et je voulais savoir, enfin, en fait, ils mettent le pied dans des domaines variés désormais. Ils sont plus seulement Mm. cantonnés aux jeux vidéo, on les retrouve sur les réseaux sociaux, dans le Mm. domaine médical. On peut désormais soigner une phobie en incarnant un avatar et en se plongeant dans une, une situation concrète. On les retrouve aussi on en a parlé un peu, mais dans la cinématographie. Donc j'ai mis l'exemple de 2 documentaires qui ont été créés par ce trio, qui sont du coup centrés sur l'avatar. Je voulais savoir comment vous pensez que l'avatar va évoluer. Est-ce que vous pensez que l'avatar sera de plus en plus présent dans notre quotidien? Est-ce qu'on se dirige vers une sorte de coexistence? Mm. Intéressant. Euh, alors, il semblerait que oui, la coexistence avec les avatars se généralise et c'est intéressant. La slide précédente, peut-être qu'on peut y revenir, celle d'avant, voilà, parce que je voudrais être sûr de bien comprendre. Donc là, ce sont enfin, des personnes fictives, vous disiez montées de toutes pièces, donc fabriquées ex nihilo, hein, de nulle part, enfin, qui ont un rendu effectivement complètement voire enfin, plus ou moins complètement réalistes. Donc on Mhm. pourrait croire que ce sont des personnes existantes. Mais comment ont-elles été produites, savez-vous? Est-ce que c'est le fruit d'un travail humain ou d'un travail de synthèse générative de type IA? Ah non, alors par exemple, l'île Michaela, c'est le studio Brud qui l'a créé. Shoodogram à droite, ça a été créé par un photographe. Et c'est des avatars qui sont nés il y a plusieurs années. Donc ils ont été modélisés et je sais que souvent ils peuvent modéliser la tête et l'assigner à un corps déjà existant, une photo. Mhm. Euh, c'est peut-être pas le cas pour toutes ces productions, mais dans la plupart des cas, c'est des modélisations. D'accord, ok. Donc c'est avant la vague Oui, des intelligence intelligences, enfin, artificielle. des systèmes génératifs d'images ou Oui, c'est euh, ça. qui permettent en fait d'arriver à des résultats similaires, hein, assez proches hein, en termes de réalisme, qui sont parfois confondants de qualité.
Mhm. n'arrive plus à distinguer justement le réel, ce qui a été issu d'une photographie, d'une vidéo, et celle qui a été issue d'un travail de synthèse informatique. Donc, ces mises en scène d'êtres fictionnels, on peut appeler ça des êtres fictionnels concrétisés par la technique, concrétisés par l'image, qui viennent dans le quotidien, qui viennent finalement enfin, qui sont mises en scène comme dans une vie ordinaire ou extraordinaire, parce qu'on voit là quand l'échelle, quand elle est. Donc, c'est Ima Graham qui est dans une ville comme une géante, en fait, hein, qui regarde vu d'en haut. C'est intéressant comme renversement. D'habitude, les avatars sont petits, et puis nous, on les regarde dans un écran, et puis on a l'impression que c'est nous qui sommes les géants, hein. Et là, on a Exactement. le personnage qui est comme à l'inverse, qui nous regarde de haut, sans prétention, mais qui nous observe comme des petites silhouettes, des petites fourmis dans la ville. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'il faudrait voir, je ne voudrais pas trop me prononcer, mais je vais plutôt poser des questions autour de ces démarches qui sont construites et que je connais mal. Donc, il y a l'idée d'être dans une remise en question ou dans une nouvelle mise en scène du quotidien, en fait, hein, puisque le quotidien est beaucoup mis en scène sur les réseaux sociaux médiatiques. Et là, puisque c'est une personne qui va prendre vie alors qu'il est artificiel, hein, il a été créé. Donc, il prend une sorte de valeur ordinaire petit à petit, si je comprends bien. Alors, on va dire, entre la valeur ordinaire, la banalité ou le caractère quotidien, je me demande quel type d'observation, quel type d'activité sont mises en lumière, qu'est-ce qui apparaît, c'est-à-dire est-ce que c'est un regard est-ce que ce sont comme des touristes qui viendraient dans un autre monde pour dire ah tiens, les humains sont amusants. Alors, donc ça pourrait être intéressant d'imaginer des personnages de fiction qui viennent réinterroger Oui. notre monde. Et il y a un avatar qui s'appelle Zlou, qui a été créé par Zud Studio et qui a une apparence d'alien bleu. Mhm. Et lui, qui se définit comme un influenceur de mode, mais c'est vrai qu'il joue de son physique qui est semblable à un alien. Il en joue pour parler du monde des humains. Il s'immisce dans notre monde, quoi. Mhm. Et Mais il c'est offre vrai, son regard extraterrestre. Ouais. exactement. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que ces avatars-là ont pour but de presque coexister avec nous et souvent, il y a par exemple Lil Miquela qui se met en scène avec des vrais humains ou des stars, Mhm. puisqu'elle est chanteuse, donc elle se prend en photo avec des chanteurs à des événements. Mhm. Et voilà, elle semble vivre avec nous. Très intéressant. Alors, effectivement, ça rejoint la question de la réalité augmentée par la fiction, finalement. Ou en tout cas, comment, avec des technologies de mise en scène, de photomontage, jusqu'à celle de la réalité augmentée, puisque juste avec son téléphone portable, hein, on pourrait imaginer avoir une application où, voilà, c'est de la vidéo augmentée, en fait, mais je peux me filmer, et Mm. puis il y a le personnage qui va se mettre à côté de moi, qui va être automatiquement mis à l'échelle pour faire un coucou, et je pourrais presque partir en voyage avec un personnage que j'aurais créé ou que j'aurais avec lequel j'ai décidé de faire le tandem, et on Mhm. pourrait l'incruster ou le mettre en scène. Enfin voilà, il y a beaucoup de relations qui peuvent être inventées et qui donnent un statut intermédiaire, on va dire. Parce que c'est ni tout à fait réel, ni tout à fait fictionnel, c'est ni tout à fait virtuel, puisqu'on est quand même dans une imprégnation dans le monde que l'on connaît, que l'on partage, le monde originel, le monde biophysique, comme je l'appelle, pour bien dire que c'est celui physique et biologique où on est, quoi, hein, le Mhm. monde commun. Mais ces créatures, elles sont bien sûr émanant de processus informatiques, mais elles viennent euh, prendre une valeur ordinaire, on le disait tout à l'heure, mais elles viennent aussi peupler notre monde, en fait. C'est un peu l'idée de peupler. Et c'est extrêmement intéressant d'y penser en ces termes, parce qu'on a beaucoup mis en valeur que les avatars étaient non seulement des véhicules de communication, hein, donc je l'ai à côté de moi dans mon bureau, je le montre parfois, mais un des premiers livres qui existe s'appelle Exploring and Building Virtual Worlds on the Internet, Avatars, donc explorer et construire des mondes virtuels sur Internet, c'est 1998.
par Bruce Demer, et c'était le moment où voilà, tout ça a augmenté et apparaissait, c'est vers 1998. Et du coup, les avatars étaient décrits comme des véhicules de communication, des personnages aussi, donc il y avait une caractérisation, et on allait peupler des univers virtuels avec eux. Et donc, c'était du nomadisme un petit peu où les êtres humains allaient découvrir de nouveaux mondes. Donc, c'est la mythologie de la nouvelle frontière où on explore, comme on a conquis l'Amérique du Sud, ben, on explore des nouveaux mondes et on va migrer. Et il y a des peuples qui sont ces peuples d'avatars manipulés par des humains. Mais là, c'est un peu le retour de l'avatar vers le monde réel. Hein. Et ce que nous, on a appelé avec Étienne Pérenny, on n'a pas trop publié dessus, mais on peut en parler, ce qu'on a appelé la sortie de l'écran. La sortie de l'écran, l'idée, c'était simple, c'est de se dire, bon voilà, l'être humain est rentré dans l'écran à travers ses avatars, notamment, ou à travers son image ou les images. Et puis les avatars sont une manière de rentrer dans la technique, dans l'ordinateur, euh, parfaitement concrète, puisqu'on a l'impression de vivre dans un monde produit par un ordinateur qui respecte des logiques informatiques, etc. Et donc, voilà, c'est un petit peu la clé d'entrée, la passerelle, qui rejoint avec la définition d'avatar, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard sur le côté hindou, avatara, passer à travers la passerelle. Et puis on disait, bon, bah, une fois qu'on est dedans, qu'on coexiste avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes dedans, bah, on rencontre des êtres virtuels qui sont voilà, le marchand dans un jeu de vidéo qui vous propose, on appuie sur des boutons pour choisir ce qu'on va lui acheter. Il y a des dialogues plus ou moins bien faits ou parfois en QCM, questions choix multiples. Bon, voilà, bref. Donc on côtoie ces autres semblables, ces autres êtres humains eux-mêmes avatarisés, pour revenir à ce verbe, et puis d'autres créatures qui sont là et avec lesquelles on va apprendre à coexister autrement parce qu'elles manifestent, bah, c'est un peu des bots, hein, des robots qui manifestent l'envie des auteurs ou des missions, des besoins. Oh, j'ai perdu tel objet, voulez-vous le ramener? Oui, on va essayer, etc. Et puis finalement, la sortie de l'écran, c'était le phénomène inverse, qui est que ce qui se passe dans les écrans va progressivement revenir dans le réel. Et du coup, on peut imaginer aussi bien sous la forme de robots. Donc là, c'est une matérialisation du virtuel. Hein. Si on a un robot qui a été défini dans Second Life, qu'on a entraîné, et puis qui va à un moment donné prendre corps, parce qu'on va le designer à la mesure de ce qu'on pense être le plus juste par rapport à des interactions virtuelles, ben voilà, ça peut être un robot qui sort de l'écran et devient concret. Mais ça peut être, comme vous le mentionnez, un personnage qui aura été peut-être créé dans certains cas, pas toujours, hein, les studios, ils ont une autre démarche, si j'ai bien compris, mais on pourrait imaginer qu'un avatar, un personnage que j'aime beaucoup dans un monde, eh ben, je le remodélise pour aller le mettre en photoréalisme et peut-être il va, je sais pas, peut-être demain je vais avoir un petit dragon avec lequel je me suis promené dans des mondes virtuels plutôt de type Tolkien, le Seigneur des Anneaux, de ce qu'on appelle voilà, médiéval fantastique. Et puis mon petit dragon de mon personnage 3D, je vais peut-être l'extraire et puis lui donner une allure de maquette 3D pour qu'il soit imprimé, le faire apparaître en selfie sur impression au-dessus de mon épaule, etc. Donc, quelque part, ce qu'on a appelé la sortie de l'écran, donc la rematérialisation de ce qui était apparu par l'image interactive programmée. Donc, ça rejoint ça. Et du coup, la notion de coexistence qui est au centre de votre question, elle est importante parce que qu'est-ce que ça signifie? Alors là, je n'ai pas les réponses, hein, je vous le dis tout de suite. Ça signifie coexister avec des entités, des êtres au statut intermédiaire, qui sont à la fois bah, la propriété d'un studio, par exemple, hein, parce que j'aurais fait une commande, et puis du coup, peut-être qu'on me donne une location pour avoir accès à ce personnage, ou que j'aurais fabriqué moi-même, et donc il y a quelque chose de l'avatar dans son sens d'origine. Hein. L'avatar, on le fabrique souvent, le premier monde où le mot avatar est apparu, c'est le monde qui s'appelle Habitat, en 1986, par Lucas Studio Film, qui est un studio de jeux vidéo. Et les avatars, bah, voilà, chacun les fabrique. Et donc, je fabrique quelque chose, je le fais peut-être côtoyer d'autres personnes, il a un peu sa vie par moment, est-ce qu'il est, on peut le prêter, on peut le récupérer, il peut venir dans le monde réel en illusion d'eux, mais pour du récit, pour raconter, j'étais là. Donc voilà, il y a une richesse, une plasticité de ce qu'on peut faire avec qui est incroyable, sur lequel je n'ai pas encore une vision, parce que je crois que ça va être propre aux cultures de chacun, aux pays, aux nations. Enfin, il va y avoir des appropriations et des créations qui certainement nous dépassent, mais cette notion de coexistence, ça nous conduit à une situation, en tout cas,
de côtoyer, de vivre avec. Et ce qui m'interroge beaucoup, c'est quelles sont les relations qui vont surgir. Alors, c'est beaucoup le travail des psychologues hein, de dire, voilà, il y aura des relations comme le doudou. Je sais pas, il y a plein de gens qui ont des petites peluches. Je sais pas si j'en ai autour de moi. Oui, bah, il doit en avoir une là-haut, mais parfois que j'utilise pour animer mes cours. Je sors la petite peluche et les étudiants, là, ils lèvent la tête. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il me fait le spectacle, le prof. Donc, oui, oui, j'utilise parfois ça comme moyen pédagogique. Mais voilà, on peut avoir des, comment dire, des rapports un peu d'attachement avec l'équivalent d'un doudou. Hein, c'est ce dont parlent beaucoup les psychologues. Mais je crois que ça dépasse largement la psychologie. Et c'est un sujet sur lequel je ne veux pas trop peut-être m'avancer parce que c'est peut-être pas le cadre dans lequel on est. Mais voilà, disons que de tout temps, traditionnellement, où l'humanité a eu des êtres qui l'accompagnaient, hein, qui étaient parfois de l'ordre de l'invisible, hein, mais que les gens voyaient dans les cultures. Hein, donc, une pensée qu'on dira magique. Et donc, là, d'avoir des créatures, des fabrications, enfin des êtres fabriqués qui peuvent être invoqués, convoqués à n'importe quel moment, je me demande si ça ne va pas réactiver un fond ancestral. Qu'est-ce qu'on va faire avec? À quoi ils servent? Comment on peut les investir aussi pour qu'ils nous soient précieux et que ce ne soit pas juste comment dire, des manies ou des facilités un petit peu consuméristes, que ça fasse sens, parce que tout ça fait sens. Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même, en tout cas, un réservoir d'opportunités à explorer. Voilà. Qu'évidemment, les systèmes publicitaires, marketing vont explorer, vont proposer la mascotte de ceci, de cela. Mais je crois que dans ces démarches actuelles, il y a une nouvelle possibilité de vivre avec des êtres techniques, qui n'est pas la même chose que de vivre avec comment dire, les objets techniques, hein, son scotch, son marteau, son stylo. Il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans avec la programmation, avec une petite part d'autonomie qui se fabrique. Et puis, alors avec les IA aujourd'hui, alors là, ça ouvre beaucoup de choses. Mais je m'arrête là parce que j'étais déjà très bavard. Et vous faites la passerelle parce que je voulais en parler juste après. Bah, c'est impossible de ne pas en parler aujourd'hui. On a une Allons-y, oui. vraie émergence de l'intelligence artificielle. On constate qu'ils nous ressemblent physiquement, mais ils peuvent aussi nous ressembler intellectuellement, puisqu'ils peuvent être dotés d'une intelligence artificielle. Euh, je vous donne l'exemple d'une création de l'artiste Robert Alice, Mhm. qui a créé Alice. Donc, c'est le premier NFT intelligent. Et lorsqu'on l'acquiert, on peut lui poser 5 questions de notre choix et elle nous répondra. Donc, j'ai mis l'exemple d'un internaute qui a partagé en live son expérience, dans Mhm. laquelle il demandait entre autres si les intelligences artificielles allaient nous tuer. Ah. C'est à quoi elle a répondu que non, qu'elle aimait les humains. Mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus sur l'intelligence artificielle. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un futur entre l'intelligence artificielle et l'avatar? Est-ce qu'ils vont devenir de plus en plus autonomes, intelligents? Qu'est-ce que vous Mhm. pensez de cette technologie? Alors, c'est une question centrale aujourd'hui, effectivement. Il se trouve que nous faisons cette visioconférence alors que je prépare avec l'artiste Claire Sistac un travail de prospective, de scénario d'art fiction, de design fiction artistique, art science, et on s'interroge effectivement sur ce qu'elle a appelé avec beaucoup de finesse, je trouve, les e-avatars, donc, ou les AI-avatars, si on est dans anglophone, Artificial Intelligence. Et donc, ces AI-avatars ou e-avatars qui sont motorisés, hein, comme on le dit, dont le moteur comportemental ou relationnel est à base de technologies IA, pour faire simple, hein, certains appellent ça des technologies statistiques, de deep learning, de réseaux neuromimétiques. Bon, passons c'est pas Mm. des détails, mais les fondamentaux technologiques hein, qui sont importants. Mais en tout cas, c'est cette motorisation qui va certainement emprunter différentes technologies d'ailleurs, hein, comme toujours, que l'on voit déjà à l'œuvre. Ça va aboutir probablement, ou ça aboutit déjà à des êtres partiellement, j'allais dire des êtres bâtards, mais il n'y a pas de pureté non plus, mais quand même, on avait quand même une tradition dans mon domaine, sciences de l'information et de la communication, adossée aux computer sciences, aux sciences informatiques. On n'a pas les sciences du numérique aujourd'hui.
une tradition où il y avait d'un côté l'agent autonome, donc plutôt le bot, le robot, et de l'autre D'accord. l'avatar. L'avatar qui est plutôt manipulé, utilisé, supervisé par un humain. D'accord. Là où l'agent autonome, bah, il fait son boulot. Par exemple, ça peut être un spider, une araignée qui cherche sur la toile des données. Ça peut être un robot dans un monde qui, dès que quelqu'un arrive, va s'occuper de lui. Bon, voilà. C'était la distinction. Et c'est vrai qu'il y a un brouillage et les IA avatars ou les AI avatars sont un peu entre les deux. Ils ont à la fois une dimension d'autonomie importante puisque ils sont motorisés, ils peuvent prendre des initiatives ou ils peuvent donner l'impression d'avoir une consistance de répondre à une question, de proposer des choses, etc. Et en même temps, ils peuvent être l'avatar de quelque chose ou de quelqu'un. Mm. D'accord. Et donc, ça questionne le processus d'avatarisation. Qu'est-ce que l'avatarisation signifie? Est-ce que c'est une projection dégradée parce que réduite, modélisée, donc c'est toujours un peu dégradé. C'est pas, c'est-à-dire si j'ai même mon jumeau numérique, hein, on a travaillé beaucoup là-dessus là, il y a 2 ans, bah, c'est pas tout à fait moi. Il a des limites, c'est une modélisation, donc une simplification ou une accentuation de certaines choses, une diminution. Donc l'avatarisation, elle projette quelque chose dans un autre format. Ce quelque chose peut être un être humain, mais ça peut être aussi maintenant, et ça, on a de plus en plus compris ça avec Étienne Périni, qui l'a dit très tôt, et je n'étais pas d'accord avec lui à la base. Il lui disait, mais finalement, le robot logiciel, l'agent autonome, c'est l'avatar d'une certaine entité qui a été imaginée par l'auteur. Par exemple, un dragon qui viendrait m'attaquer dans un jeu, eh ben, c'est certes un robot. Alors moi, je dis non, c'est pas un avatar, c'est un robot. Alors, il disait, bah oui, pourquoi? Parce que l'avatar, moi, j'étais dans la fidélité à la définition. Mais il lui disait, c'est l'avatar de la conception ou de l'idée du dragon que veut l'auteur ou qui correspond au dragon d'un univers particulier. Par exemple, je ne sais pas si le dragon il a un nom et qu'il a été fabriqué par le Tolkien et que c'est ou un démon Molorbal, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas voilà, qui est connu, bah, c'est la concrétisation de tel protagoniste de fiction. Et donc, c'est l'avatar de quelque chose. D'accord. Oui, ok. Et du coup, l'avatar, il est aussi de l'humain vers la technique, mais il peut être de la fiction ou de certaines idées vers l'univers virtuel. Et comme le disait Bruno Latour, le virtuel, c'est pas de l'abstrait, c'est la concrétisation de l'imaginaire. Alors, il disait donc quelque chose de passionnant. Il disait, c'est l'inverse de ce qu'on croit. On pense que c'est dématérialisé, c'est abstrait. Non, il disait, des récits, des idées vont se concrétiser, se matérialiser dans la simulation, dans le concret. Et donc, les IA, pour y revenir, lorsqu'elles prennent une forme, apparemment, une forme comment dire, qui ressemble à soit un humanoïde, soit un être, quoi, un être avec un corps, plus ou moins, ouais, ou qui se corporalise. On dit souvent maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'avatar de ChatGPT ou Replica, qui est un système de réplication des êtres disparus. On peut donner l'avatar de quelqu'un que l'on a, un être cher qu'on a perdu, et avec les possibilités de l'intelligence artificielle, donner à cet être les capacités, entre guillemets, de présence, de relation, de réponse, d'interaction, en fait, que Ouais. la personne disparue avait. Donc ça, donc bon, alors j'ai une réponse très longue, je m'excuse, mais Pas de souci. je réfléchis en direct. Hein. Donc finalement, on arrive à des êtres qui peuvent être, enfin, qui peuvent plutôt correspondre à une avatarisation qui viendrait euh, par exemple, quelqu'un disparu. Donc voilà, donc c'est une avatarisation de quelqu'un, ok. Et puis nous-mêmes, on va se mettre en relation avec eux, mais on dira que c'est un avatar de quelqu'un, voilà. Ou alors c'est un avatar de, je sais pas si je rencontre Z6PO, enfin un personnage de Star Wars, là, un petit robot, bah, je dirais, ah, c'est l'avatar de ce héros. Donc, donc, il y a une sorte d'avatarisation généralisée, hein, dont parlait Étienne Périni, que je cite beaucoup, puisqu'on travaille ensemble depuis 15 ans. Donc, et puis, on mène ce séminaire aujourd'hui ensemble, même s'il est aujourd'hui présent par son absence. Et du coup, il y a un mélange des genres qui va se faire, qui va être très troublant, parce que je pense aussi qu'avec Claire Sifac, on réfléchissait au scénario et on se disait, bah voilà, les avatars peuvent être par moments peut-être complètement marionnettes, pour reprendre la terminologie de Fanny Georges que vous évoquiez. On va du coup complètement les interfacer,
je vais les utiliser comme… voilà, ils auront assez peu d'autonomie, hein. Et puis, il y a le travail de Cédric Plessier aussi, qui est un chercheur qui a fait une matrice comme ça entre autonomie, liberté, programmation. Donc, un avatar complet. Et puis, on va peut-être le débrancher et puis lui dire, ben voilà, maintenant, tu deviens un peu autonome, s'il te plaît, parce que je me suis assez occupé de toi. Et puis, d'ailleurs, tu vas aller voir un tel ou un tel dans une réunion. Et puis, tu vas me représenter. Et puis, tu viendras me raconter ce que tu as raconté, ce que tu as fait. Donc, on peut avoir des rapports comme ça de semi-robotisation, de délégation, hein, on va déléguer notre présence à quelqu'un. Donc, ce ne sera pas le délégué de la classe, ce sera notre délégué momentané, à notre allure, éventuellement, et puis qui pourra opérer des choses à droite, à gauche. Donc, c'est une ubiquité, hein, la notion d'ubiquité, d'être présent à plusieurs endroits, qui peut s'étendre. Et là, ça va créer beaucoup de fascination, comme toujours, dans les nouvelles possibilités qui s'offrent, beaucoup d'expérimentation. Alors, les artistes ont leur part, et merci d'apporter cette confirmation et cette évidence, hein, avec des exemples que vous citez de l'exploration artistique. Hein. Là, ce NFT, là, je vais essayer d'agrandir pour qu'on voit là autour de Alice, donc Robert Alice, avec laquelle on a le droit à 5 échanges, donc comme un oracle un peu. Ça renvoie aux pratiques ancestrales aussi de divination ou de rapport aussi à la limite, hein, là où GPT, ChatGPT, on peut avoir autant de questions qu'on veut à l'infini et Mm. s'y perdre. Là, c'est donc une interrogation aussi là-dessus. Et puis, alors, c'est marrant parce que je vois, ça m'interroge, une version pixelisée. Alors, c'est l'avatar de la personne, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'avatar de la personne. C'est un NFT en fait qui le met sur son visage. Ah, d'accord. La personne qui interroge Alice dans cette vidéo, comme nous là à l'instant, a décidé de se mettre un masque pixelisé, euh, S'avatariser. de s'avatariser. Voilà. Alors, c'est super. J'ai bien fait de poser la question. Parce qu'effectivement, on voit que là, c'est l'avatar masque, hein, plus que marionnette. Et puis, il y a cet Mm. humour où finalement, il paraît plus avatar technologique que Alice, qui, elle, paraît plus humaine ou plus proche d'un visage reconnaissable avec ses mimiques, avec ses expressions. Donc, il y a Ouais, un humour, une inversion assez amusante là aussi. c'est vrai. Je vais conclure par une interrogation qui est venue avec tous ces sujets qu'on a pu aborder, à savoir où est la place de l'avatar. On a souvent tendance à cloisonner l'humain, d'un côté l'humain, le naturel, le vrai, on devrait dire plutôt physique, et d'un autre côté l'avatar, l'artificiel et le soi-disant faux et irréel. Mhm. Euh, et je pense que cette frontière est pas si franche et qu'elle a même tendance à s'atténuer. Mhm. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est aussi binaire que ça? Alors, bien sûr que non, hein, je l'ai déjà un petit peu mentionné autour des troubles ou des limites, des frontières un peu floues. Je pense que on est issu d'une culture très dialectique, très binaire, très oppositionnelle, où voilà, on a des catégories de concepts qui s'opposent et que on a souvent du mal à associer, où il y a des zones troubles entre les deux. Euh, on a plutôt tendance, à nous, dans notre domaine, dans notre travail, à parler de polarité, hein, c'est-à-dire on a une polarité naturelle, éventuellement une polarité artificielle, une polarité de vrai et de faux, parce que ça met en tension des opposés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Hmm. Euh, alors, bon, quand je vois ces 4 mots-là, enfin ces 4 oppositions que vous avez proposées, ça m'ouvre énormément de sujets, hein, pour être honnête. C'est assez riche parce que on y travaille cette année précisément autour de la notion de symbiose. La notion de symbiose, j'en dis quelques mots parce qu'on va avoir dans quelques jours l'International Symposium of Electronic Arts, donc ISEA 2023, qui se tient à Paris, qui est un événement, un symposium international entre arts, sciences, culture, qui a choisi le mot de symbiose, le thème de la symbiose pour réfléchir au rapport avec la technologie interactive au numérique. Et par exemple, on dit souvent que dans le monde naturel, par exemple, je sais pas, un jardin ou dans un écosystème biologique, hein, végétaux, minéraux, végétaux, animaux s'organisent. Et puis, il y a une symbiose quand les uns et les autres tirent profit, tirent avantage de leur coopération, de leurs interactions.
donc qui vont être positives. C'est vrai que dans les mondes artificiels, on peut s'interroger sur le caractère qui gagne quoi et à quel prix. Donc, est-ce qu'il y a de la prédation, de l'exploitation? Et aujourd'hui, dans beaucoup de mondes artificiels réels, pour le coup, comme la ville, hein, l'urbanité, vous voyez, là, une ville, c'est principalement artificiel. Il y a un peu de vie, bien sûr, à tous les étages. Et puis, si on sort un microscope, on va voir plein de petits habitants qu'on ne voit pas souvent et qui sont bien là. Mais la ville, globalement, est un environnement qui a été fabriqué par les humains et pas que par les humains, par aussi l'histoire, les tremblements de terre, les forces naturelles. Donc, ce n'est pas si simple. Hein. Mais voilà, donc on s'interroge sur la capacité aujourd'hui à vivre dans une ville qui serait plus symbiotique, qui serait plus où il y aurait des rapports où les bâtiments, les lieux, tous les composants auraient une place un peu d'entraide et de coopération plutôt que simplement on change de machine à distribuer, on change d'écran, on le jette à la décharge. Donc, comment faire en sorte que les rapports avec l'artificiel soient plus symbiotiques? C'est le débat de cette année à ISEA. Et notre conviction, c'est que les avatars sont un des moyens par lesquels on pourrait essayer de construire des rapports plus gagnant-gagnant. Alors, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, je me faisais la réflexion il y a 2 jours, bon, je réfléchis toujours à ça, donc il y a des évidences qui me reviennent. Et par exemple, je me dis, bon, l'avatar, il nous offre quelque chose qu'on n'a pas souvent. Quand j'utilise un avatar dans un jeu vidéo, il va m'offrir des pouvoirs qui sont adaptés à l'environnement. Alors, je sais pas, il va pouvoir porter des charges lourdes, il va pouvoir voler, il a des super pouvoirs. Enfin, bref, non seulement j'en ai besoin pour exister dans ce monde-là, parce que j'aurais du mal à m'y retrouver tout moi-même, même si maintenant on parle de scanner 3D, il y a des moyens, mais j'ai besoin quand même de ma transposition médiatique pour y exister. Donc, déjà, j'ai besoin de lui. Et puis, il m'offre des pouvoirs que je n'ai pas. Et moi, j'ai des pouvoirs et des capacités qu'il n'a pas. Parce que je peux réfléchir autrement, je peux faire preuve de fantaisie, voilà, je suis un humain riche de possibilités. Et donc, il y a une complémentarité entre l'avatar et l'humain, par définition, fondamentalement. Et donc, ce rapport de complémentarité, on pourrait dire que c'est un rapport symbiotique, au sens où chacun apporte quelque chose. Alors, tout de suite, mes collègues rationalistes vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'avatar n'est pas un être vivant, donc pourquoi on peut pas lui accorder le même rôle que le colibri qui va aider telle plante à polliniser, etc. Certes, c'est un être artificiel, mais lui, entretenu par l'infrastructure, par le système informatique, tout ça, certes, mais c'est un partenaire malgré tout. C'est un partenaire avec lequel je dois coopérer, qu'à ses limites, que je dois comprendre. Il n'a pas de conscience, même s'il est motorisé par une super IA qui me donne, vous avez eu une belle idée de dire une ressemblance intellectuelle. Hein, on parlait de ressemblance physique, l'IA qui pourrait ressembler à la manière que j'ai de penser, ou carrément ne pas me ressembler et donc venir me contrarier en disant mais non, on ne va pas à droite, on a déjà fait ça 3 fois, ça suffit. Donc être contrariant, donc on pourrait avoir des rapports de négociation. Et du coup, dans cette altérité, dans cette différence qu'il y a entre moi et mon avatar, plus ou moins autonomisé, plus ou moins intelligibilisé, je ne sais pas comment dire, plus ou moins rendu intelligent, il y a un partenariat et une négociation et euh, on pourrait avoir des rapports plutôt de prédation. Donc là, c'est le contraire de la symbiose, donc où je sais pas, l'avatar va me cannibaliser. Donc on réfléchit à des scénarios comme ça avec Claire Sistac. Hein, vous les découvrirez prochainement lors de l'ISEA. Ou alors, il va peut-être m'assister, mieux me comprendre. Je vais mieux comprendre les conséquences de mes actes grâce à lui. Donc, il peut y avoir des rapports de partenariat, en tout cas, ça c'est sûr. Au même titre que pour finir le débat, quand je joue aux échecs avec un ordinateur, eh ben, mon partenaire de jeu, c'est un programme. Il n'y a pas photo. Alors, ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux me confier, partir en vacances et tout, mais j'ai bien un partenaire de jeu qui est artificiel, hein, qui va me battre d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, même les grands champions sont battus dans certains cas, pas toujours, mais donc voilà, et c'est bien un partenaire de jeu. Donc, dire que c'est un partenaire, ça ne veut pas dire que c'est un humain avec toutes ses qualités. Donc, je pense que l'avatar est un partenaire d'existence pour aller dans les mondes numériques, qu'il est réel au sens où il a une consistance, une matérialité d'image et de, et, et de simulation. Hein. Donc, c'est une simulation pas tout à fait vraie, mais pas tout à fait fausse. Hein. Il est half real, hein, semi-réel, hein, comme dit un auteur que j'aime beaucoup qui parle de ça. Et là encore, j'ai la possibilité d'un mouvement de bras sans faire tomber tous les documents de parler
hein, de l'œuvre de Jesper Juhl, hein, qui parle de H-Reel, hein, de semi-réalité, euh, à propos des jeux vidéo, mais ça peut être un concept. Et donc tous ces rapports vont profondément interroger notre humanité, parce qu'on va évidemment, et on l'a déjà vu avec les échanges avec les IA ou les avatars, des gens qui sont un peu amoureux de leur avatar ou qui tombent amoureux à travers leur avatar. Je renvoie au travail de Michel Natchez, qui aujourd'hui sort un ouvrage autour de cyberexploration érotique et amoureuse avec les avatars dans Second Life. C'est un ethnologue qui travaille dessus. Il m'a envoyé son ouvrage il y a peu. Et donc, on a des rapports très profondément humains avec ces techniques. Et puis, ces techniques nous apprennent aussi des choses sur la technologie, au sens où notre technologie, on l'a beaucoup vue comme étant utilitaire. Hein, je prends voilà, c'est technique, c'est utile, et puis basta, quoi. Hein. Je prends un cutter, je sors la lame, je coupe, voilà, je range. Mhm. Mais la technique, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. C'est beaucoup plus que une solution à un problème. La technologie, c'est une pensée alors là, c'est un peu philosophique, hein, dans la philosophie des techniques et des sciences, mais la philosophie de la technique, elle réfléchit au statut de la technique, qui est une externalisation d'une capacité humaine et d'une volonté humaine, hein, donc voilà, couper avec une lame très fine, etc., avec plein de techniques qui fabriquent ça. Et du coup, avec ces techniques qui sont presque moi, ce que j'appelle aujourd'hui dans mon projet d'habilitation à diriger des recherches, donc une étape pour un chercheur après la thèse, plusieurs années après, ce que j'appelle des technologies existentielles, donc des technologies par lesquelles on prend existence et on développe son existence dans d'autres mondes, et qui en retour, hein, on l'a dit avec la sortie de l'écran, reviennent vers nous et nous apprennent des choses sur la technologie, qui n'est pas que bonne à jeter ou simplement, vous savez, le débat actuel que beaucoup de gens disent, la technique, c'est neutre, tout dépend ce qu'on veut en faire. Alors, un coup, c'est mauvais parce qu'on veut faire la bombe atomique, un coup, c'est bon parce qu'on veut faire une électricité. Et puis voilà, c'est neutre. Probablement pas. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que la technologie est orientée par l'intention qu'il a produite. Comme je dis souvent, on peut pas faire c'est plus difficile de faire du jardinage avec une mitrailleuse qu'avec un objet qui a été conçu pour ça. Et donc, il y a bien une intention mortelle dans la mitrailleuse, hein, ou de Mhm. puissance violente, et puis il y a bien une intention voilà, dans d'autres objets. Donc, cette intentionnalité de la technologie, je pense qu'on va la toucher vraiment dans ces objets et ces êtres qu'on est en train de fabriquer. Du coup, on va la rencontrer. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Comment on s'est euh, projeté et externalisé dans la technique, hein, puisque la technique, c'est une extension de l'être humain qui fait une bulle autour de nous, hein, donc la maison où je suis, les ordinateurs qui font qu'on communique, là, tous les deux, là, par exemple, pour finir. Et puis, je voudrais revenir sur un point et vous poser deux, trois questions aussi. Là, on est ensemble dans un écran, et donc, souvent, je prends l'exemple avec mes étudiants ou dans conférences, et donc, la possibilité de coprésence, parce qu'on est plus en coprésence qu'en coexistence. Mhm. Pourquoi on est en coprésence et pas en coexistence? Parce que coexister, ça voudrait dire qu'on évolue existentiellement ensemble. Donc, c'est le cas avec des avatars de jeux vidéo. On va aller en haut d'une montagne, on va regarder le panorama, on va construire une maison, et puis on va faire des trucs. Et là, on vit une existence un peu, une semi-partielle, hein, intermittente. Là, on est plus en présence, comme si on était dans une réunion. Voilà, on est en présence, et puis on vit un petit moment d'échange. Bon. Et ben, les techniques qui ont rendu possible ça, c'est un ensemble de poupées russes entre. Alors, il y a des niveaux entre l'Internet, les infrastructures, les serveurs, les logiciels, les synchroniseurs, enfin, le GPS, les horloges qui nous synchronisent. Il y a énormément de niveaux, c'est très complexe. Voilà. C'est très complexe, mais nous, on le vit assez naturellement, finalement, là, parce que bah, voilà, vous êtes chez vous, je suis dans un lieu, et donc on a l'impression je suis un peu chez vous, vous êtes un peu chez moi, et puis on est on n'est pas dans un lieu autre, quoi. On est dans une juxtaposition de lieux, et puis il y a ce diaporama qu'on regarde ensemble, qui peut être une sorte d'attention conjointe, hein, comme un objet tiers, et donc ensemble, on devient spectateur de ce que vous avez fait, et je vous en remercie. Et donc, toutes ces situations de communication, bah, c'est un peu ma mission de chercheur, c'est d'éclairer les dispositifs techniques et la manière dont ils ont externalisé une partie de nos capacités. Donc là, on externalise. Et puis, vous voyez, moi, on dit avec un collègue, on dit qu'on est des avatars vidéo, là, tout de suite. Pourquoi? Parce que quand je fais des sourires et que je me regarde, par moment, je fais une mise à jour de moi-même en me disant, voilà, qu'est-ce que je montre à Julie? Qu'est-ce que je vais montrer au spectateur qui me verra en différé? Et puis vous me voyez à travers ce masque, qui est moi-même, certes, mais
en fait, on est bien dans une image vidéo qui n'est pas un avatar, mais on s'utilise à la manière d'avatar, quelque part. Hein, et puis, j'ai sorti des objets. Et je peux plus faire d'autres choses. Demain, il y aura des fils qui feront que je suis pas content avec un nuage au-dessus de la tête, ou je suis smiley avec des animations, et puis on va développer cette manière de. Donc, il y a une lignée de l'avatar vidéo aussi qui est intéressant. Mais donc, tout ça pour dire que euh, on va mieux comprendre notre relation à la technologie, on va peut-être pouvoir enfin la redéfinir. Parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui avec la technologie qui est utilisée de manière très prédatrice, très exploitatrice, très instrumentale, très solutionniste. Et dès qu'il y a un problème, il faut une solution technique. Et puis en fait, on ne se rend pas compte qu'à multiplier les solutions techniques, bah, on a déjà très largement dépassé les limites planétaires. Hein, et c'est très grave. Là, je vais faire participer tout à l'heure à une visioconférence sur les conditions d'habitabilité de la planète. Ça aura lieu en juin au Centre des politiques de la Terre de Sciences Po. Et on apporte la question des mondes virtuels comme une autre manière d'habiter d'autres mondes pour peut-être essayer de comprendre euh, comment on vit ensemble et puis comment on pourrait inventer d'autres façons. Donc, c'est un peu idéaliste de dire est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres régimes économiques, d'autres façons de coopérer. Enfin, il y a énormément de richesses dans ce Second Life. À 20 ans, bah, les gens ont appris à fabriquer des bâtiments, à les entretenir. Enfin, voilà. Donc, il y a une ressource là qui se pose et ça va être très important de sortir des oppositions que vous mentionnez, Mm. de se rendre compte que on a un avatar en nous. Hein, c'est ce qu'on a travaillé nous au Collège de France, c'est que l'avatar en nous, c'est notre modèle interne de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au niveau neurophysiologique, au niveau de notre corps, quand je peux marcher chez moi en aveugle et toucher la clenche parfaitement, c'est que j'ai une sorte de moi-même simulé qui est en adéquation avec l'environnement que j'ai simulé aussi. Hein, et qu'on a l'hypothèse connue du cerveau simulateur. Donc, notre cerveau est un super simulateur. Et on a un petit avatar de nous-mêmes qui fait qu'on peut rêver de soi dans les rêves, qu'on peut se voir de l'extérieur en train de vivre des choses, etc. Donc, l'avatar, finalement, il externalise notre avatar intérieur, notre double intérieur, hein, notre double virtuel mental. C'est tout l'objet de nos travaux sur le devenir avatar qu'on a fait avec Alain Berthoz au Collège de France. Et n'étant pas neurophysiologiste pour ma part, j'ai pu côtoyer ces travaux et d'autres sont en cours. Je pense à ceux de Anatole Descuillé en France, à l'INRIA, et qui travaille beaucoup sur cette sensibilité corporelle et puis notre manière de nous projeter dans des mondes virtuels. Donc, on a un terrain passionnant de réflexivité. Ce qu'on appelle la réflexivité, c'est le reflet de soi. Et c'est étonnant parce que justement, je voulais revenir sur votre démarche. Vous avez fait un travail que j'apprécie et que je découvre. Hein, on n'a pas répété cette séance, et qui est formidable. Mais je m'attendais vraiment à ce que vous alliez du côté de l'hyperréalisme dont on avait un peu parlé au téléphone, qui est donc cette tentation d'aller au-delà de la réalité presque. Hein, parce que, bon, dans la peinture hyperréaliste, par exemple, on va peindre quelqu'un, mais il est plus que réel. Quand on voit une Mm. peinture, moi je connais un peintre dont le nom va peut-être me revenir, qui a fait le portrait d'une amie, puis j'ai son œuvre. Et j'ai vu vraiment, connaissant la personne, voyant d'autres, à quel point cet étonnement du figuratif, encore plus réel que réel, peut nous marquer. Voilà. Donc je m'attendais en fait à ce que l'échange soit autour de la production d'avatars tellement réalistes qu'ils sont encore plus que réalistes et que d'une certaine manière, face à eux, on est presque une pâle copie de soi-même. Mm. Voilà un peu Ouais. la C'est vrai surprise. que je ne vous ai pas présenté mes projets, mais pendant ma recherche, j'ai aussi fait une sorte de... Je me suis formée aux logiciels qui permettent de se créer un semblable très réaliste. Euh, donc j'ai pu expérimenter ça, me créer mon propre double et ressentir tout ce que ça peut nous faire ressentir en soi. Donc quand on se voit en 3D, ça crée quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est vrai que mon premier propos, c'est celui de vouloir redéfinir l'avatar, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, sans oublier tout ce qu'il a été avant. Parce que je parlais de mon constat au tout début de l'échange, mais c'est vrai que j'ai envie
mettre en lumière son origine hindouiste, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais aussi la tendance à aller vers l'hyperréalisme, donc j'en parle un peu. Mais mon but, en fait, ça va être de créer une représentation visuelle de cette définition qui sera la mienne. Donc, je vais créer un avatar qui aura des références symboliques à chacune des significations que l'avatar peut avoir. Remarquable, intéressant, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que peut-être, bon, on a encore quelques minutes si vous le voulez bien. Sur l'origine hindouiste de la notion d'avatar, donc avatara, passer à travers, la notion de passerelle, euh, c'est pas anodin qu'on ait un terme religieux et un terme aussi un peu universel, moi, dans mes analyses qui rejoignent celles des autres. On a mis en lumière que c'est vrai qu'avatar, c'est un terme qui est répandu dans toutes les cultures, donc ça avait un avantage aussi d'être diffusé facilement. On a cette idée d'un Dieu qui vient s'incarner dans un monde pour le réguler, hein, pour restaurer le dharma, si j'ai bien compris. Et j'ai certainement beaucoup à apprendre encore parce que c'est complexe, les religions. Donc, cette façon dont on nous propose un être artificiel, un être technologique pour aller dans un monde où il y aurait des choses à faire, ou à réparer, ou à arranger, ça rejoint cette mission divine de restauration du dharma, de l'équilibre universel. Et puis, ça nous divinise un peu. C'est-à-dire qu'il y a une côté où on serait en super power, comme le marionnettiste est au-dessus de la marionnette qui contrôle. Donc, il y a un côté un peu d'auto-divination qui est intéressant. Et évidemment, il ne faudrait pas tomber dans le piège de l'analyse spirituelle de surface, comme ça, en disant oui, on devient tous des petits dieux qui avons une multitude de formes corporelles pour faire des choses. Mais bon, quand même, il y a un imaginaire fort là-dessus à réfléchir. Et moi, ce qui me plaît dans ce que vous me dites, c'est d'abord que vous ayez expérimenté votre propre réplication, votre propre clonage virtuel. Hein, et à ce titre, je rappelle le travail, décidément, je vais sortir ma bibliothèque en faisant tomber des petits objets qui la tiennent. Je rappelle le travail remarquable d'Isabelle Rossi-Le-Marié, qui, à la fin du siècle dernier, écrivait La société des clones à l'heure de la reproductibilité multimédia, donc, qui s'inscrivait dans la ligne de réflexion de Walter Benjamin et qui réfléchissait à cette notion de clone, hein, qui est équivalent à ce dont on parle un peu, hein, pas uniquement. Hein. D'ailleurs, j'ai travaillé à une époque avec elle dans un séminaire qui m'a beaucoup formé en tant que jeune chercheur moi-même. Et donc, cette clonification, réplication, duplication, dédoublement, dirait Pérény, de vous, vous l'avez expérimenté sensiblement, sensitivement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait d'avoir. Et donc, voilà, peut-être dans un autre contexte, on pourra peut-être en reparler. C'est intéressant. D'autant que à Recto Verso, qui est donc le festival où nous étions il y a 15 jours à Laval Virtual. Laval Virtual, c'est le grand congrès, salon professionnel de la réalité virtuelle. J'ai croisé mon collègue Cédric Plessier, avec qui on fait un travail sur la symbiose, et qui me parlait du fait qu'il avait modélisé une partenaire de travail, une artiste en théâtre, et qu'il travaillait sur son double qui évoluait au fur et à mesure des interventions et des performances qu'ils faisaient ensemble, et qu'il détaillait. Et vraiment, c'était un travail voilà, de trouble, hein, un petit peu vis-à-vis de cet être qui prend une certaine autonomie, qui va avoir un peu une divergence ou qui va se mettre à jour en fonction de ce que la personne évolue. Si elle a une cicatrice qui apparaît, un tatouage, enfin, il y a des choses qui peuvent évoluer aussi entre les deux. Donc, ça rejoint la thématique des jumeaux numériques. Et du coup, le dernier point, c'est celui de cette manière dont vous voulez donner une représentation visuelle de la définition de l'avatar. Alors, je trouve formidable cette problématique parce que elle prend l'objet à ses propres mots, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quel serait l'avatar de l'avatar, hein. Moi, je le dis en mes mots propres pour essayer Oui, c'est de exactement ça. c'est un peu ça, hein, d'accord. Donc, l'avatar de l'avatar, avec du coup une multidimensionnalité, hein, qui apparaît, parce qu'il peut être avatar instrument, avatar fiction de soi, avatar source d'inspiration. Enfin, il peut y avoir toute une dimension, avatar autonome, avatar serviable, serviteur. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être mises en scène.
Et je ne veux pas surcharger ce que vous avez déjà défini, hein, en disant ça, c'est juste des Oui, idées c'est qui intéressant. me viennent, hein. Donc, c'est un beau défi. Et une chose aussi que je voulais vous mentionner, c'est que j'avais un travail d'une étudiante de Montpellier, parce que dans Recto Verso, il y a des expositions d'étudiantes qui m'a frappé. Je retrouverai le nom, je vais essayer de retrouver le nom, et qui avait décidé de prendre des images d'elle et puis qui s'était mis dans des systèmes de IA pour avoir en retour des images. Et elle s'était un peu auto-divinisée, justement. On la voyait en danseuse orientale, en déesse de telle religion, en travailleuse. Enfin, elle avait un petit peu, bon, beaucoup de magnification. Elle s'était magnifiée à travers des mises en scène faites par des IA. Et c'était quelqu'un qui était issu de la culture iranienne ou perse, je crois, et qui, du coup, euh, avait exploré des multi-identités intérieures et culturelles qui étaient vraiment fascinants parce que, bah, évidemment, moi, je suis arrivé, il y avait cette personne, cette créatrice à côté de son œuvre. Et donc, je voyais son œuvre. Elle avait mis un petit système de défilement physique où il y avait des un rouleau qui faisait tomber une moitié d'elle-même comme dans un calendrier. Et donc, on la voyait avec le bas et le haut qui apparaissaient. Ça faisait une composition, mais physique. Et j'étais très troublé par la rencontre que ça occasionnait. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas tellement pu échanger, mais je l'ai félicité pour son travail parce que j'avais la personne, j'avais son auto-avatarisation IAisée, Mhm. sa propre exploration culturelle, parce que c'est elle qui avait décidé des thématiques, des prompts qu'elle avait choisis. Elle avait fait des prompts, donc des requêtes, pour parler plus simplement, dans un système à la chat GPT, qu'elle avait réinjecté dans un système à la Marine Journée. Et du coup, il y avait un chaînage comme ça, et puis elle apparaissait dans des sortes de transfiguration, en fait, hein. Et moi, je travaille énormément le terme de la transfiguration, qui sera dans mon HDR aussi, hein, avec celui des technologies existentielles, parce qu'il y a une forme de transfiguration. Voilà, on est transfiguré, on prend une autre figure, trans, autre, à travers les techniques, à travers soi, à travers ses choix. Et je n'arrive pas à très bien le restituer, là je suis un peu maladroit, mais j'avais été touché par l'audace aussi qu'elle avait, cette femme, parce que elle osait s'iconifier, devenir comme une icône dans une église, où je sais pas, c'était assez majestueux, c'était beau. Elle était, elle était dans la lignée voilà, des figures un peu mystiques, auréolées, voilà, de par le décorum dans lequel elle s'était mise en scène. Et puis, il y avait l'autrice toute simple à côté, voilà, avec qui on pouvait parler. Et je trouvais elle faisait preuve de modestie et on aurait pu croire que c'était un délire complètement narcissique, complètement égotique, complètement, comment dire, délire, enfin ouais, excessif, mégalomane, hein. Mhm. Et en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé ça formidable aussi qu'elle assume cette possibilité d'expression très dire, favorable. C'était assez une sorte de célébration de soi, hein, très très positive, mais qui ne tournait pas pour autant au narcissisme négatif, quoi, qui était qui ouvrait, quoi, qui ouvrait des choses. Et D'accord. voilà, j'en parle, j'essaierai de retrouver le lien. Moi, je connais le directeur de Recto Verso, ce ne sera pas très difficile. Mais voilà, et vous qui avez fait aussi l'expérience de cette étrangeté de se voir voilà, dans la réplication ou la différence. Donc, c'est pour ça que les axes conformité ou non pas difformité, parce que je pense que ce n'est pas le terme, mais de dissemblance, ressemblance, hein, conformité, Mm. correspondance. Moi, j'ai mis dans mon schéma correspondance en haut et conformité en haut et dissemblance, je crois, en bas, enfin bon, quelque chose comme ça. C'est des spectres, pas des spectres au sens fantôme, mais c'est des palettes, en fait. Des palettes, et je pense qu'il y a voilà, moi j'ai longtemps cru que ce serait l'avatar semblant qui serait le vecteur de transformation des êtres. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'avatar, l'auto-avatar, le self-avatar, l'avatar que j'ai appelé idem, idem au sens idem à soi, comme soi, qui est en train d'être le vecteur de toute une population qui, à mon avis, n'a pas la culture de l'altérité ou de l'écart si facilement, qui peut juste partir de soi et puis petit à petit dériver tranquillement et puis arriver à autre chose, plus ou moins intermédiaire entre le soi-soi et puis le soi-alter, complètement différent. Et donc, je parle d'avatar idem et d'avatar alter. Donc, je suis en train de sortir tous mes concepts, mais c'est parce que j'essaie de les organiser et puis de les partager et puis de montrer pourquoi ils font sens.
Du coup, tout ça nous amène où ben oui, je pense qu'il y a une redéfinition de l'avatar qui se fait. Oui, je voulais mentionner qu'il y aura une vidéo de Lucas Spira, qui est un artiste de la body modification, qui s'est auto-avatarisé, qui parle d'auto-avatar, mais qui, lui, il l'a fait dans sa chair, hein, en se tatouant, en s'implantant des plaques de métal, en se, en se transformant, hein, avec une esthétique cyberpunk à la Rank Xerox. Et Ok. lui-même me disait qu'en explorant les métavers et les IA et l'auto-avatarisation charnelle, hein, physique qu'il avait pratiqué sur lui-même en tant qu'œuvre personnelle vivante, eh ben, il trouvait que c'était vraiment ça qui était en train de gagner. Ce que disait déjà mon collègue Étienne Périni il y a une dizaine d'années, je n'étais pas d'accord avec lui. Je disais, mais non, ce serait plutôt l'avatar différent pour aller explorer euh, des personnages en soi, des archétypes, des êtres très, comment dire, éloignés de ce que l'on montre au jour le jour. Parce que pour moi, c'était l'évidence de la différence qui faisait la richesse des avatars. Et lui disait, non, c'était plutôt à terme probablement le double, le self, que je trouvais plus anecdotique parce que pour moi, c'était un peu, voilà, on va se cloner, ok, mais après, quoi. Que, bon, mais c'est lié à mon histoire de jeu de rôliste. Hein. Moi, je viens du jeu de rôle, donc de la création de personnages, de l'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire jouer un magicien, un technicien de vaisseau spatial, un médecin de futur avec des nanotechnologies. Enfin bon, voilà, il y a toutes ces explorations identitaires, mais je crois que, en fait, je suis très bavard, mais je crois fondamentalement que le chemin ou la voie de l'avatar, ou des avatars plutôt, consiste à externaliser toutes ces intériorités, toutes ces images de soi, toutes ces fantasmes, ces envies, mais aussi il y a tout un axe sur l'empathie, par exemple, qu'on a vu développer, vous avez trouvé certainement dans les travaux, là, pour se mettre à la place des autres, faire société autrement. Donc, moi, je vais essayer de poursuivre un travail, vous, ça m'intéresse ce que ça va donner hein, de votre côté, qui est un peu complémentaire. Vous essayez de trouver quelle est la représentation possible ou les représentations de l'avatar dans sa multiplicité de signification. Mm. Et moi, j'essaye de voir comment utiliser ces facettes de l'avatar pour aider à des transformations individuelles, collectives, sociales et civilisationnelles. Dans un changement du rapport à soi, du rapport à l'autre, à la différence, du rapport à la technique, du rapport à l'imaginaire, du rapport euh, aux, disons, aux croyances ou à ce que l'on croit vrai, à ce que l'on croit faux, ce que vous disiez, hein, vrai, faux, réel, irréel, naturel, Mhm. artificiel, et voilà, et d'aller euh, dans ces possibilités, capacitations qu'offre l'avatar. Donc du coup, c'est un peu pour ça que notre échange, je trouve, très productif et méritera probablement des suites, chacun de son côté ou en lien si nous décidons de prolonger le dialogue. Avec plaisir. Oui, en tout Bien. cas, je voulais vous remercier pour cet échange hyper intéressant et puis d'avoir accordé un petit peu de temps. C'était super. Ben, vous m'aviez contacté en début d'année, donc j'avais essayé d'être encourageant, de vous donner des pistes, et puis on n'avait pas eu d'échange depuis, donc vous revenez au bon moment, puisque ça vient juste avant ISEA, avant que je vous invite, si vous en avez le temps, ou en tout cas je vous en ferai écho sinon. Et puis je crois beaucoup aussi à cet échange à la fois intergénérationnel, interdisciplinaire, intersectoriel, donc art, sciences, différentes disciplines. Et donc le séminaire, et vous avez accepté d'y figurer, donc c'est chouette de votre part, je vous remercie, parce que ça met en lumière cet échange, et puis malgré mon caractère un peu professoral et bavard, certes, mais vos apports, vos questionnements, et la manière dont j'essaye d'en faire écho et d'y donner droit, hein, parce que le but c'est d'être aussi au service de votre démarche, montre de quelle façon fonctionne ce séminaire qui va se poursuivre. On va aussi créer une plateforme de recherche et de partage autour des travaux sur les avatars, hein, qui va s'appeler le Virtual Lab of Avatar Studies and Creation, donc le laboratoire virtuel des études et créations avatariales qu'on va lancer pour ISEA, et dans lequel, bon, avec les moyens du bord, hein, comme toujours, on va essayer de rassembler, de collecter, de faire vivre cette culture des avatars
qui permet aussi de traverser, pour moi, des médias différents. Parce que c'est ça pour ça que parce que vous me connaissez un petit peu, mais moi, si je suis arrivé à l'Avatar, pour vous dire, c'est que j'étais sur le jeu vidéo, sur le phénomène ludique, sur vraiment la fiction. Et puis après, il y a beaucoup de médias qui sont concernés, où il y a des formes d'avatarisation, donc les profils identitaires dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Et donc, cette avatarisation, c'est une manière un peu différente de parler de la transformation de soi par la technique pour rencontrer d'autres personnes. C'est la définition de l'avatar. Hein. À la base, c'est quand même pour rencontrer d'autres personnes. Hein. Ce n'est pas juste un personnage interactif. Hein. Donc, l'avatar est éminemment social à la base, hein, dans son émergence technologique. Quand on a parlé d'avatar, c'était pour le distinguer du personnage, du caractère, de l'acteur virtuel. Et donc, à travers toutes ces avatarisations, c'est vrai qu'on a une réflexion qui va aussi bien intégrer la vidéo. Là, on est un peu avatarisé en mode avatarisation vidéo. L'avatarisation de synthèse que vous avez testé avec des logiciels. Peut-être des avatarisations simples, comme celle de Charles Lenay qui a fait avatariser des gens sur une ligne en deux dimensions. Enfin, donc une ligne entre deux points. Enfin, non, en une dimension, pardon. Une dimension, et ben, il y a un point. L'individu est représenté par un point. Et donc, il se balade sur la ligne. D'accord. Donc, c'est vraiment l'avatar minimal absolu, quoi. Ouais. Et il y a une autre personne qui est sur la ligne aussi qui est avatarisée dans un point. Et quand ils se croisent, il y a un petit effet de frottement, de vibration sur le doigt. Et donc, quand il croise quelqu'un, donc il touche une ligne comme ça avec son doigt, et ben, il y a une vibration. Et donc, l'idée, Ok. c'est est-ce qu'il va comprendre à travers ce système que c'est quelqu'un d'autre? Parce que l'autre se déplace à différents endroits de la ligne. Et donc, c'est une expérience magnifique qu'a fait Charles Lenay et puis ses équipes, ça a été repris par toute une équipe, sur l'avatar minimal enfin, graphiquement un point. Alors, il y a peut-être l'avatar invisible dont je parlais au début avec Tennis for Two de Ingebottom. Et donc, voilà, ça peut aller de ça jusqu'à des multiples. Parce qu'on voit souvent l'avatar unitaire, une personne, mais on pourrait avoir un avatar, c'est une fourmilière. Hein. Pourquoi mon Hmm. avatar? Je ne serais pas une fourmilière. Donc, plein de petites créatures qui se coordonnent, et ce serait moi. Ce serait mon avatar. Donc, il y a une richesse qui permet de traverser les médias, disais-je, et puis qui permet aussi de donner des formes à des êtres qui n'ont pas le droit de citer aujourd'hui. Hein. Donc, un des enjeux, je pense que c'est important que je le dise pour finir, ça va être de donner des avatarisations, par exemple, d'une forêt, pour comprendre comment elle est en train de se développer ou d'être détruite. Et peut-être que donner une forme aux forces de la nature, entre guillemets, si la nature existe du moins, en tout cas aux forces, à des êtres qui n'ont pas le droit de citer, hein, donc des fleuves qui peuvent être abîmés, des paysages, des forêts, des lieux naturels, voilà, des espèces aussi. Si on avatarise une espèce qui n'a plus que 15 membres pour se reproduire ou qui, au contraire, est en train de se relancer, bah, peut-être qu'on pourra côtoyer des formes d'avatarisation du réel, là, pour le coup du réel, qui sont une mise en sensibilité de, de, d'entités, d'êtres qui ont une existence réelle et pour lesquels on n'a pas de système pour les appréhender. Quand on voit des chiffres, voilà, moins 30%, bon, Hmm. on est dans un contexte de catastrophe planétaire hein, depuis longtemps. La catastrophe a déjà eu lieu, hein, disent certains, et on connaît des chercheurs et on sait qu'on en a pour quelques millénaires à réparer. Donc, je pense que l'avatarisation non seulement traverse les médias, non seulement interroge l'humain, mais aussi ce qu'elle avatarise du côté de la technique, du côté des intentions des auteurs, mais serait peut-être un moyen de donner voix et de matérialiser des entités qui ont absolument besoin d'exister dans notre monde informationnel complètement un peu déconnecté là. Et du coup, c'est un peu le sens de la réflexion sur la symbiose là, qu'on établit cette année. Et donc là, ce que je vous dis, à vous, Julie Séné, et à ceux qui nous regarderont ou à celles qui nous regarderont, c'est un peu un appel, euh, non pas au secours, mais un appel à travail et à mise en œuvre de cette possibilité pour essayer d'influencer notre monde en retour, hein, la sortie de l'écran et le Hmm. retour d'informations de ces créations un peu, parfois, qui peuvent paraître un peu futiles, un peu accessoires, un peu légères. Et ça rejoint, pour finir encore, le film Avatar, qui est aussi un message de préservation des écosystèmes, de respect des cultures, un Hmm. message assez
assez évident et pourtant qui a énormément de difficultés à s'ancrer dans le fonctionnement du monde, hein, qui n'est pas du tout basé là-dessus. Et du coup, là, il y a peut-être une convergence des avatars entre ceux du cinéma et ceux de l'interactivité. Voilà. Quelques mots pour finir avec enthousiasme, ou en tout cas intention de relier science, art et sens de la vie, tout simplement. Voilà. Eh Je vous bien, remercie. on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter bonne configuration de l'avatar des avatars. Merci, c'est gentil. Puis, Et au ben, plus. bon courage aussi pour vos travaux. Ouais, on en a besoin. Merci beaucoup. Tenons-nous au courant et à tous ceux qui suivent le séminaire, n'hésitez pas à nous contacter et à venir aussi avec des démarches construites comme celle de Julie. Voilà. On va pouvoir s'arrêter là. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.